Salut Fred, ça a démarré l'enregistrement. Il est Oui, 5. oui, oui. Je ne voyais pas le docteur Andel. Salut Christophe. Il est là, le docteur Andel. Bonjour à tous. Donc, je suppose que John Francis est là. Donc, comme le docteur Andel ne devrait pas tarder à arriver, puisqu'il est rapporteur, donc il encore Fred, dans ce cas, je te propose de commencer. Et puis, s'il le faut, puisque j'ai pris la peine de lire tout et tout, quoi. Donc, je peux très bien, en tout cas, le remplacer si besoin est. D'accord. Mais on ne peut pas tarder tout notre calendrier. Comme ça. Et donc, voilà. Donc, bonjour à tous. Je donne la parole immédiatement au candidat John Francis Dozil, qui a travaillé sur le sujet suivant, lutte contre la corruption en Haïti, 2 points, analyse critique des organismes de lutte et des failles du système judiciaire 2014-2024. Il avait comme directeur de mémoire le docteur Wisnik Panier qui est présent, et il a comme rapporteur de son travail le docteur Andel Ismaël qui ne devait pas tarder à arriver. Voilà, tu as 10 minutes, John, pour présenter ton travail. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement pour l'opportunité qui m'est offerte de présenter mon mémoire aujourd'hui. Votre présence et votre disponibilité témoignent de l'importance que vous accordez à ces sujets et je suis honoré de pouvoir partager avec vous les résultats de mes recherches. Je suis impatient d'échanger avec vous et recueillir vos précieux retours. Mon travail, comme vous l'avez dit, est intitulé autour du thème lutte contre la corruption en Haïti, analyse critique des organismes de lutte et des failles du système judiciaire haïtien 2014-2024. La corruption est perçue comme un obstacle majeur au développement durable, à la paix et à la justice. Monsieur le Président, distingués membres du jury, le XXIe siècle est marqué par une lutte acharnée contre la corruption à travers le monde. Certains pays comme le Brésil, avec l'opération Lava Jato, ont réalisé beaucoup de progrès durant la décennie 2014-2025. L'opération Lava Jato qui a débuté en 2014 est une opération qui a conduit à l'inculpation et à la condamnation des personnalités politiques influentes et ainsi des institutions importantes au Brésil. Cependant, il est important de noter que d'autres pays comme Haïti ont vu leur situation détériorer. Par exemple, Haïti, qui avait un score de 17 sur 20 en 2023, s'est tombé à 16 sur 100 en 2024 dans le classement de la Transparency International en termes de perception de la corruption. La décennie 2014-2025 peut être considérée comme un véritable âge d'or de la corruption en Haïti. En début de l'existence de nombreux organismes dédiés à la lutte contre la corruption, tels que l'UCREF, l'ULCC, la CSCCA, l'UGF, le CSPJ et la CNMP, ainsi qu'une législation renforcée, incluant la loi de 2008 portant la déclaration des patrimoines pour certaines catégories de fonctionnaires, la loi de 2010 sur les passations de marchés publics et les conventions de cession des ouvrages de services publics, ainsi que la loi de 2014 sur la prévention et la répression de la corruption. Haïti a connu un théâtre de corruption, c'est le plus grand scandale de corruption dans son histoire. 82 milliards de dollars ont été détournés et dilapidés, donnant naissance au scandale Petro-Caribe.
la jeunesse haïtienne, à travers le mouvement baptisé Petro Challenger, a exigé des comptes aux 5 gouvernements qui se sont succédés de 2009 à 2017. Et malgré 2 rapports consécutifs du CSCCA, Conseil des comptes et du Conseil administratif, eh bien, ces dossiers-là restent dans les tiroirs de la justice. Fraîchement installés en 2024, 3 des membres du Conseil présidentiel actuel ont été épinglés dans un scandale de corruption. L'ULCC, dans son rapport, a demandé de poursuites contre ces présumés corrompus. Malheureusement, malgré le commissaire du gouvernement a transféré le dossier au cabinet d'instruction, eh bien, le dossier est bloqué et la tête du directeur général de l'ULCC est demandée. Mais ensuite, il y a un problème grave, c'est que l'ULCC comme institution est attaquée par ces messieurs-là. C'est pourquoi nous avons osé déformuler notre question de recherche autour de ce point-là. Pourquoi, en début de l'existence des cadres institutionnels et juridiques dans les pays, eh bien, les mécanismes de lutte contre la corruption demeurent inefficaces. Comme question spécifique, nous avons formulé notre question spécifique comme ça. Quelle réforme structurelle permettrait d'améliorer le fonctionnement des organismes de lutte contre la corruption? En effet, ce travail vise à mieux comprendre comment fonctionnent les institutions chargées de lutte contre la corruption en Haïti et comment elles collaborent avec le pouvoir judiciaire. Et il recherche aussi à identifier les faiblesses dans les lois et les structures empêchant ces organismes d'être mieux efficaces afin de proposer des solutions concrètes pour rendre ces institutions plus indépendantes et plus performantes dans leur mission. Cette étude repose sur 3 hypothèses. La première suppose que la perception élevée des actes de corruption dans les milieux professionnels, combinée à l'incapacité des institutions à y répondre efficacement, alimente une méfiance généralisée envers les structures publiques. Ensuite, elle avance que le manque de collaboration entre les organismes de lutte contre la corruption et les juridictions compétentes freine les enquêtes et les poursuites judiciaires. Enfin, elle considère que les dysfonctionnements du système judiciaire haïtien entraînent une culture de l'impunité, favorisant ainsi la répétition des actes de corruption. Monsieur le Président, en termes de méthodologie, pour réaliser ce travail, nous avons combiné 2 approches. D'abord, une méthode documentaire et analytique qui a permis d'examiner les textes de loi, les rapports officiels et les études existantes sur la lutte contre la corruption en Haïti. Ensuite, nous avons mené un entretien semi-directif avec un échantillon de 51 personnes issues du monde professionnel de différents secteurs afin de recueillir leurs perceptions, leurs expériences et les recommandations sur le fonctionnement des institutions concernées. Ce travail de recherche est structuré en 4 chapitres. Le premier explore l'histoire de la corruption en Haïti, depuis la période coloniale jusqu'à l'héritage laissé à l'indépendance. Le deuxième chapitre analyse le cadre juridique et institutionnel des organismes chargés de lutter contre la corruption. Le troisième chapitre s'intéresse aux conséquences socio-économiques, notamment à l'impact de la corruption sur les services publics et l'étude des cas emblématiques. Enfin, le dernier chapitre présente les résultats de notre enquête de travail de terrain, suivi des recommandations concrètes et d'une conclusion générale. Monsieur le Président et distingués membres du jury, les résultats de notre enquête confirment en grande partie les 2 premières hypothèses. En effet, 62% des répondants confirment un niveau élevé de corruption
dans un environnement professionnel, ce qui valide l'hypothèse 1. De même, l'hypothèse 2 est confirmée à 63%, soulignant le manque de collaboration entre l'organisme de lutte et les juridictions compétentes. En revanche, il te reste 2 minutes. Hein? Il te reste 2 minutes. L'hypothèse 3 est confirmée en partie. 48% des répondants expriment des doutes, 28% le confirment, tandis que 24% les rejettent. Monsieur le Président, le résultat concernant la coordination entre les organismes de lutte contre la corruption et les institutions judiciaires, 63% des répondants montrent que la coordination n'existait pas. La raison d'être de cette étude s'inscrit à la fois dans une démarche académique et citoyenne. Les principaux résultats prouvent que Haïti a besoin des réformes structurelles et des réformes institutionnelles. C'est pourquoi nous avons osé de proposer 3 recommandations. Intégration de la lutte anticorruption dans le cursus de l'éducation. Cette recommandation vise à instaurer une culture transparente dès le plus jeune âge, création d'un organisme indépendant de lutte contre la corruption, ou bien l'ULCC peut-être devenir un organisme indépendant pour échapper à l'influence politique et réformer les cabinets d'instruction. Il n'est pas possible qu'une enquête déjà menée par des experts de l'ULCC soit reprise par un juge d'instruction, et ça ne donne pas en termes de l'économie et même en termes de l'efficacité. La lutte contre la corruption en Haïti s'inscrit, Monsieur le Président, dans un contexte historique profondément marqué par des décennies de crises politiques, économiques et sociales. Malgré la ratification des conventions et des lois, mais la corruption demeure un enjeu majeur pour le développement d'Haïti. En guise de conclusion, Monsieur le Président, je tiens à souligner que ce travail, comme toute œuvre humaine, reste perfectible. Donc, malgré les efforts déployés pour traiter le sujet avec rigueur et engagement, certaines limites méthodologiques ou d'interprétation peuvent subsister. C'est pourquoi je reste pleinement ouvert aux critiques, aux recommandations du jury qui pouvaient à l'avenir et améliorer mon travail. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci, John. Merci pour ton exposé qui m'est apparu assez clair, hein, assez clairement prononcé. Et donc, là, pour ne pas perdre de temps, je vais demander si le docteur Ismaël Makandel est bien présent. Est-ce que, bon, si Ismaël Makandel n'est pas présent, je vais demander au docteur Christophe Providence s'il veut jouer le rôle de rapporteur, comme il a proposé, et nous faire quelques remarques. Après coup, je vais passer la parole au docteur Ousnik Taillé, et puis je ferai mes remarques à la fin. Donc, le docteur Providence a la parole. Bonsoir tout le monde, merci Monsieur le Président. Bonsoir à nos îles et félicitations pour ton travail. C'est effectivement un contexte assez difficile, on comprend, et surtout en Haïti où il y a quand même une accumulation de lacunes sur le plan de la recherche. Malheureusement, je ne parle pas de toi, nos îles, mais globalement dans le pays, et qui fait que l'exercice de rédaction d'un travail académique scientifique, c'est un exercice qui paraît périlleux, même pour certains. Donc voilà, heureusement, tu as eu le courage et tu as eu tout l'encadrement, tout le support pour pouvoir réaliser ce travail. Donc j'en profite pour saluer mon collègue, le directeur de mémoire,
qui a su tirer le meilleur de son étudiant. Donc, cher collègue Dr. Wisnik Panier, encore merci pour cette collaboration. Donc, on va commencer. Pour rassurer tout le monde, moi-même, je me suis amusé à lire en profondeur et à noter pratiquement tous les niveaux. Je peux facilement à pied levé jouer ce rôle-là de rapporteur. Donc voilà, Nozil, félicitations pour le mémoire. Comme tu le sais déjà, puisque tu as suivi les autres soutenances avant toi, il y a un ensemble d'éléments qu'on va pointer du doigt dans le travail. Ce n'est pas pour te maltraiter, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te permettre d'améliorer par la suite ton travail. Donc, le rôle en question que je vais jouer, c'est un rôle stratégique de garant du côté scientifique du travail. Donc, voilà pourquoi déjà je trouve que tu as fait un effort pour respecter, ne serait-ce que sur le plan de la forme, le canevas de l'IS, même si ce n'est pas toujours le cas. Par contre, sur le plan du fond, il y a vraiment lieu d'améliorer et même de retravailler ton texte pour pouvoir le rendre potable. Et c'est très, très important. D'abord, sur le plan de la forme, Ozil, je dois te rappeler que dans de l'IUS, il y a un ensemble de conditions de présentation et on a même été jusqu'à donner un poids à chaque élément, chaque contenu, disons introduction, chaque chapitre et conclusion et tout. Et là, malheureusement, tu n'as pas su respecter ce qui a été établi par le conseil académique de l'IUS. Donc, ainsi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'attire ton attention sur le fait que ton introduction fait 13 pages, d'accord? Tu as un premier chapitre qui fait 8 pages, c'est du jamais vu. Dit introduction, on introduit un contenu, donc l'introduction ne peut pas être aussi abondant, on ne peut pas être aussi abondant dans l'introduction et être si très pauvre dans un chapitre. Donc c'est pareil pour les autres chapitres. Je t'invite à vraiment reprendre, réorganiser le texte pour que au moins tu te rapproches le plus que possible de la règle de l'équilibre. C'est fondamental. La règle de l'équilibre, c'est fondamental. Autre élément toujours sur le plan de la forme, on a dit, oui, il y a tu as fait vraiment un effort pour présenter le cadre théorique et c'est très bien. Il y a une analyse du cadre légal haïtien avec des instruments, entre guillemets, de protection. Je me demande pourquoi. Est-ce que c'est protection dans le cadre de ton sujet? Bon, mais on va voir qu'il y a beaucoup de répétitions dans le texte. Tu fais plein de répétitions. Et ça dérange parce qu'on dirait que le lecteur, il sera pas rassuré. C'est comme si tu n'arrives pas à avoir une progression dans tes idées. Donc, je t'invite en relisant le texte parce qu'il y a c'est vrai que tu as fait un effort sur le plan de la langue. On voit qu'il y a une écriture plus ou moins, on va dire, acceptable. Mais il y a quand même des coquilles à corriger, des fautes de syntaxe. On ne va pas toutes les présenter puisque ce n'est pas le but du jeu. Mais je te fais confiance sous la direction du collègue. Je suis sûr que tu vas rendre un travail sur le plan de l'écriture plus acceptable. Évite les phrases, on va dire, trop longues, évite les problèmes de syntaxe. Même si sur le plan des citations de tes références, en tout cas,
on voit bien que tu as voulu respecter le canevas. Hein? Donc, c'est pas un moment où tu nous donnes l'impression que tu respectes les normes, mais tu te laisses aller par moment hein, à prendre trop de liberté. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Autre élément que toujours sur le plan de la et sur lequel je voudrais attirer ton attention, c'est sur la bibliographie, sur ta présentation de bibliographie. C'est vrai que dans les citations, on voit bien que tu fais l'effort de respecter la norme qui est arrêtée à l'IUS, mais dans la présentation de ta bibliographie, eh ben, on a vraiment l'impression que tu ne respectes pas, tu ne respectes rien, on va dire. Bon, donc du coup, je t'invite à reprendre ta bibliographie selon les styles à part, d'accord? Parce qu'une bibliographie doit être complète. C'est-à-dire, il ne faut pas t'amuser à donner, par exemple, quelques informations. Hein? Une bibliographie doit être présentée de manière uniforme. D'accord? Pourquoi? Parce que par moment, tu mets le nom d'auteur en majuscule, par moment, tu mets en minuscule, ou tu écris normalement. Ça s'appelle du désordre chez nous. Donc, on ne fait pas ces genres de choses. Donc, je t'invite vraiment à faire attention. Tu mets, par exemple, Thomas F 2019. D'accord? Ça, c'est une fois. Thomas F, alors, Thomas F 2019, il n'y a rien après. Donc, tu gardes les informations pour toi. Le lecteur doit se débrouiller. Et puis, voilà. Donc, tu dois revoir vraiment avec la plus grande rigueur hein, ta bibliographie. Hein? Même si, en le faisant, je t'invite aussi à revisiter tes citations, tes références. Et puis, j'ai l'impression que tu n'as pas appliqué les connaissances, les échanges qu'on a eus dans le cadre du cours de méthodologie, parce qu'on a quand même montré si l'étudiant cite et de manière automatique faire les références dans le code du texte, l'étudiant peut générer de manière automatique la bibliographie. Dans ton cas, c'est le désordre total. Donc, je t'invite vraiment à faire attention à ces détails-là, même si ta bibliographie semble être très riche avec des textes, voilà, mais les références ne sont pas complètes. Alors, là, on était sur le plan de la forme et je t'invite vraiment à faire attention. Et encore, on va passer sur le plan du fond et on commence par si on veut, ton résumé. Dans un résumé, il faut vraiment il faut être vraiment percutant. Il faut reprendre les éléments fondamentaux. D'accord? Ce n'est pas d'annoncer les éléments. Par exemple, tu es assez vague sur ta méthodologie alors que tu aurais dû vraiment parler des éléments de base, tel type d'échantillon. Alors, l'échantillon, combien de personnes, pourquoi cet échantillon, quels sont les résultats. Tu vois, tu n'as pas vraiment démontré les résultats concrets dans ton résumé, puisque en lisant le résumé, le lecteur doit avoir vraiment une idée exacte ou presque du travail, ce qui doit l'inciter à aller dans les détails. Donc, il faut vraiment faire l'effort d'améliorer ton résumé, puisqu'il y va en tout cas, ça t'aiderait à vraiment mieux valoriser. C'est l'objectif même d'un résumé. Maintenant, toujours sur le plan du fond, bon, je vois qu'il y a un cadre théorique, oui, parce que tu traites des notions droits de l'enfant, convention internationale, constitution haïtienne, corruption, etc. OK, mais le problème, c'est que tu es dans une description, on va dire, en tout cas, tu es vraiment dans une description. Tandis que tu n'arrives pas à faire un débat critique sur tout ce que tu annonces en termes de théorie ou même des textes de loi que tu as mobilisés dans ton travail. Tu vois? Donc, il faut
toujours prendre du recul. Pourquoi? Parce que en faisant un travail, le chercheur, il est en train de dire, voilà ce qui existe dans la réalité et voilà ce qui manque, parce que dans ce qui existe, le chercheur va démontrer, donc d'où le débat critique, le chercheur démontre finalement qu'il y a un vide où la littérature s'est arrêtée là, mais moi je veux aller plus loin. Il y a quand même un vide où on n'a jamais abordé. Donc à ce moment-là, à la fois le problème de recherche de la personne et toute la démonstration par la suite va dépendre. La démonstration surtout va dépendre de l'identification même de ce vide, le fait de mettre le doigt quelque part et ce qui va permettre vraiment de démontrer la valeur ajoutée finalement du travail. Donc ça va être vraiment le cœur même de la démonstration en matière de recherche. Au niveau du chapitre, je t'ai déjà parlé des déséquilibres. Et quand on dit déséquilibre sur le plan de la forme, ça va agir, ça va impacter négativement le fond du travail. Ça veut dire qu'il y a des parties que tu as présentées dans ton introduction qui auraient dû se retrouver dans ton premier chapitre. Tu vois, donc c'est pourquoi je t'ai parlé de réorganisation de ton travail. Alors, dans ton deuxième chapitre, qui fait toujours moins 2 pages que ton introduction, ce qui est bizarre, tu vois, et tu présentes une analyse du cadre légal haïtien et des instruments de protection. Je trouve que c'est intéressant, c'est vrai, d'accord, mais tu répètes les choses. Tu as tellement de répétitions dans ce chapitre. Et je t'invite vraiment à faire un travail, prendre du recul. Et s'il le faut, tu demandes à quelqu'un, tu donnes. Et moi, ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est de ne pas rester sur le plan numérique, d'imprimer et de relire le travail, de souligner. C'est le travail du correcteur. Et tu vas voir toi-même. Et en plus, tu peux aussi faire appel à quelqu'un pour vraiment essayer de lire ton travail. Bon, à ce moment-là, il faut que cette personne-là soit une personne, en tout cas, qui maîtrise plus ou moins ce champ que tu explores ou que tu as exploré. Ton troisième chapitre, toujours ou presque, oui, ça fait un peu plus de pages que ton introduction, mais pas beaucoup, ce qui est bizarre encore. Donc, tu analyses les pratiques institutionnelles. Bon, tu fais, en tout cas, tu parles de la police, des tribunaux, bon, c'est un diagnostic intéressant, on doit le reconnaître. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que ton travail mérite vraiment notre attention. Mais tu es toujours dans la description. Et c'est ça qui réduit d'une certaine manière la qualité même. Tu es toujours dans la description. Tu n'analyses pas d'un point de vue critique. Tu vois, donc c'est comme si il y a des évidences pour toi et que tu décides de les balancer comme ça, sans t'appuyer sur les données que tu as collectées pourtant, pour pouvoir questionner cette réalité. Donc là-dessus, je t'inviterai vraiment à t'asseoir et à profiter, à exploiter les données que tu as, parce que l'analyse est descriptive et non, comment on peut dire, critique. Il faut faire un débat critique, c'est important. C'est vraiment faire un débat critique pour faire ressortir, si on veut, les choses, mais du terrain, c'est-à-dire des données que tu avais collectées. Bon, dans ta conclusion, on va dire que bon, ben, tu as fait une synthèse, et tu as proposé, tu as fait des recommandations, pertinentes, j'ai envie de dire, pertinentes, sauf que on sent bien que c'est comme
Tu vois, tu as vécu des choses, tu es acteur, c'est un acteur qui parle, mais qui ne prend pas suffisamment de recul. Tu vois, donc c'est parce que tu n'as pas su faire une interprétation critique des données que tu as déjà collectées. C'est pour ça que je suis d'accord avec tes recommandations, mais tu aurais dû démontrer tout ça à travers l'analyse et l'interprétation de tes données, ce qui renforcerait et tes recommandations. Bon, alors j'ai déjà parlé de la bibliographie. C'est vraiment, il faut vraiment aller, je ne sais pas moi, nettoyer et vérifier les choses, hein, parce qu'il y a plein de répétitions, il y a plein de doublures, il y a vraiment un nettoyage à faire pour ne pas être, en tout cas, pour valoriser ton travail. C'est ce que, dans un premier temps, qu'il faudra retenir. Alors, je te propose de considérer 6 éléments vraiment majeurs et des corrections à apporter. Il faut préciser quand même la méthodologie. Il faut vraiment préciser la méthodologie. Tu parles d'entretien, mais pourquoi? Alors, je vais dans ton texte, surtout en annexe, on va bien voir. C'est ça aussi qui est. Tu as mis des textes. Alors, tu as fait référence avec attendez, voilà, de 2014, d'accord? Tu as un questionnaire, d'accord? Et c'est ça qu'on dit toujours aux étudiants. Quand on veut collecter des données qualitatives, puisqu'on parle de perception de la corruption, si on est sur la perception, on ne peut pas fermer les questions. Une perception est d'ordre qualitatif. Donc, ça veut dire que vouloir à tout prix, ce n'est pas que toi, hein, je ne sais pas pourquoi les étudiants aiment bien faire ça. Hein, ils travaillent sur un sujet de portée qualitative, mais ils veulent à tout prix faire un traitement quantitatif. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Donc, vraiment, c'est ça qui réduit un peu également dans ton travail, puisque tu as des questions qui auraient dû rester ouvertes. D'accord? Tu as tout fait pour fermer tes questions et en le faisant, tu enlèves le droit ou cette possibilité à tes enquêtés de te fournir leur avis véritable. D'où, encore une fois, je reviens sur tes recommandations qui, malheureusement, semblent tomber du ciel. Donc, voilà, Monsieur le Président. Sinon, je n'ai pas... Et j'aimerais bien qu'il nous explique son instrument à partir de là, pour qu'il nous dise comment, avec ça, comment il a fait pour pouvoir, parce qu'il a annoncé qu'il a pu vérifier son hypothèse. Moi, je voudrais bien qu'il nous explique la démarche, pas seulement de prendre en compte je ne sais pas moi, un indicateur, parce que si on a plusieurs indicateurs, on ne peut pas à l'aide d'un seul vérifier une hypothèse. Donc, j'aimerais qu'il nous fasse une démonstration simple sur tout ce qu'il a été collecté sur le terrain comme données, d'accord? Donc, la richesse, il n'a pas parlé de ça dans son exposé. Il a publié un résultat ou deux, d'accord, mais ça n'explique rien. Et deuxièmement, comment est-ce que à partir de là, il a pu vérifier, comme il a dit, vérifier son hypothèse. Ça aurait été la première question. La deuxième question, pour nos îles, j'aimerais comprendre en faisant, je vais dire, en travaillant sur un sujet assez, bon, il l'a dit hein, dans son exposé, c'est comme un devoir citoyen. Tu vois, donc bon, ok, mais en travaillant sur ce sujet, quelle est son impression vis-à-vis ou comment il voit la société civile?
par rapport à ce phénomène-là qu'on appelle la corruption en Haïti. J'aimerais, dans son contact avec le terrain, hein, ou du moins ses répondants, comment ils voient ça. Hein? Et pourquoi pas, j'aimerais bien voir, parce que son travail ici est intéressant, mais cet aspect-là, il me semble, est négligé. Voilà, Monsieur le Président, pour mes remarques. Merci, Monsieur le rapporteur, merci. Alors, immédiatement, sans plus l'attendre, je vais passer la parole à son directeur de mémoire pour nous dire ce qu'il en pense de l'étudiant et de son travail, puisqu'il a côtoyé l'étudiant pendant plusieurs mois. Donc, Monsieur le directeur de mémoire, tu as la parole. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole et j'en profite pour saluer la présence du docteur La Providence qui a su répondre à l'absence du docteur Macandel avec autant de brio puisqu'il a eu le temps de bien lire le travail et ça se voit dans ses remarques. Je tiens aussi à remercier Monsieur Nozil pour la présentation et la rédaction de la présentation de son travail, comme vous l'avez dit, Fred. J'ai eu le privilège d'accompagner M. Nozil tout au long de la rédaction de son mémoire de master qui porte sur la lutte contre la corruption en Haïti, et un sujet qui, je dirais, d'actualité, si on peut le dire. Je voulais en profiter vraiment pour lui adresser mes félicitations pour l'accomplissement de ce travail malgré les difficultés personnelles et familiales qu'il a su rencontrer. Quand on est encadreur, des fois, on partage les difficultés quotidiennes qu'on rencontre. Moi, c'était le cas quand je faisais mon thèse. J'avais pas mal de difficultés et je me sentais assez à l'aise pour en discuter avec mon directeur de thèse. Et c'était aussi le cas pour Nozil qui a eu des difficultés personnelles avec les problèmes du pays, des problèmes au niveau familial, etc. Et comme vous l'aviez souligné, c'est un travail qui est exigeant, qui demande beaucoup, je dirais, de rigueur, de persévérance. Et j'apprécie aussi la rigueur imposée par l'IUS, et je suis fier de faire partie de cette communauté. Moi, j'ai eu la chance d'étudier dans le système européen, dans le système nord-américain. Donc, ce qui veut dire, vraiment, j'apprécie ce niveau de rigueur. Et merci encore une fois, Président La Providence, pour vos remarques, je dirais, que vous soulevez, notamment ce qui concerne la longueur, l'introduction, les répétitions, et je pense qu'ils sont tout à fait pertinents. Et parce qu'on en a déjà discuté, moi et Nozil, et bon, malheureusement, vu le temps qu'il a eu devant lui pour soumettre le travail, donc il est aussi conscient de certaines faiblesses, de certaines limites de son travail, et qu'il va, à mon avis, tout mettre en œuvre pour pouvoir déposer une version plus aboutie qui répond aux normes lors du dépôt final. Et alors, ce que je peux dire, c'est que moi, dans mes rapports avec Nozil, je peux dire qu'il a toujours fait preuve d'une grande assiduité, d'une capacité d'analyse très appréciable, peu importe dans le cadre de son travail, lors de mes cours. Et il a toujours apporté une contribution très significative, tout comme certains de ses collègues qui sont présents ici. C'est pas la peine de citer les noms, mais ils se connaissent très bien. Et il a toujours montré aussi une véritable passion pour des questions de la gouvernance publique dans un pays comme Haïti, où les institutions sont souvent fragilisées pour des raisons diverses. Donc, je crois quand même, et en dépit des limites, il a su quand même poser une problématique qui est actuelle et qui est très ambitieuse aussi, il faut le dire, parce qu'en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles les mécanismes de contrôle existants échouent à réduire la corruption en Haïti, malgré la présence d'un arsenal juridique étoffé d'organismes spécialisés, comme il les a décrits dans son travail. Donc, c'est assez ambitieux. Donc, le travail, en dépit de certaines faiblesses, quand même, s'appuie sur une méthodologie, je trouve, qui est rigoureuse, une approche qualitative qui combine une analyse documentaire approfondie,
des entretiens semi-directifs et un examen des rapports d'institutions nationales et internationales, tout ça. Et je pense que c'est un travail qui est acceptable. Donc, et comme il a été présenté partiellement dans sa présentation, parce que là, dans 10 minutes, présenter l'ensemble des points, ça aurait été un travail très difficile. Mais je peux dire, les résultats de sa recherche confirment, bien comme il l'a mentionné, l'existence de blocages structurels au sein du système judiciaire en Haïti, mais aussi une sorte d'absence et d'indépendance du parquet et qui entraîne une sorte de culture d'impunité aussi. Bon, je pense qu'à travers ces constats, l'étudiant Nozil a quand même pu formuler certaines recommandations, et notamment sur la réforme du statut du commissaire du gouvernement, le renforcement des mécanismes de coordination institutionnelle, je trouve qu'ils sont très pertinents. Donc, ce travail, bien que perfectible, comme lui-même l'a su le reconnaître, sur certains points, de forme et de fond aussi, et reste quand même un document, je peux dire, de qualité qui répond plus ou moins aux normes académiques exigées et qui témoigne aussi d'un niveau de maturité intellectuelle et de Nozil. Donc, en tant que son encadreur, je me réjouis vraiment du chemin parcouru par Nozil et pour arriver jusque-là. Et je suis encore prêt, disponible pour l'accompagner dans le cadre du travail qu'il reste à faire, parce que le gros du travail est déjà fait, mais il faut reconnaître qu'il reste encore du travail à faire pour aboutir à un travail qui réponde aux normes définies par l'UIS. Donc, alors toutefois, comme il a déjà été souligné, l'étudiant lui-même l'a reconnu, tout travail universitaire a des limites. D'un point de vue de forme, il y a vraiment, c'est un passage qui gagnerait à être synthétisé, comme dans le cadre de l'introduction, comme il a été précisé par Dr Providence. Et dans la section historique particulièrement, je pense qu'on en a déjà discuté, mais il n'a pas eu le temps d'apporter ces changements, mais il est conscient de tout ça. Donc, je pense que je ne vais pas trop tarder, mais peut-être est-ce que je devrais poser des questions ou pas. En fait, surtout, peut-être, permettez-moi de revenir sur le plan méthodologique pour demander à Nozil, est-ce qu'il a rencontré vraiment des résistances ou des obstacles méthodologiques dans la collecte de ces données, notamment auprès des institutions, parce que quand il s'agit de traiter une question aussi, je dirais aussi sensible, qui est la corruption, quand même, ça peut conduire à des obstacles auprès des répondants. Est-ce que, de son côté, il a fait face à des obstacles majeurs en quelque sorte? Non, enfin, peut-être une deuxième question, comme il a été souligné dans son travail, l'influence politique sur le commissaire du gouvernement, par exemple. Et selon lui, alors selon vous, Nozil, quelle garantie juridique pourrait assurer l'indépendance réelle du commissaire du gouvernement face aux politiques particulièrement? Donc, je pense que pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire comme remarque. Et je vous remets la parole, Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup, Monsieur le directeur de mémoire. Alors, bon, j'ai bien noté l'intervention de l'étudiant. Il a fait un exposé oral relativement clair, je trouve. Bon, je m'associe à toutes les remarques de forme et de fond qui ont été faites précédemment. Et je lui demande de rester collé au canevas et de faire une bonne lecture de son travail de nouveau. Mais je vois que le rapporteur officiel est présent. Comme il a été rapporteur, je voulais lui donner, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je voulais lui passer la parole 2 minutes. Ça lui fera abondance en bien ne nuit pas. Nozil, pour une fois, contrairement aux autres, aurait eu 2 rapporteurs, le docteur Providence et le docteur Ismaël. Est-ce que le docteur Ismaël, qui est présent, avait quelque chose à ajouter, puisqu'il a pris connaissance du travail? Peut-être que ça l'intéresse d'intervenir et de dire 2 mots en peu de temps
hein, sur le travail de l'étudiant. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, très bien. Parfait. Alors, je m'excuse parce que normalement, je devrais intervenir depuis le début, mais il y a eu un problème technique, que ce soit au niveau de la connexion, même au niveau de ma caméra. C'est pour ça que je n'affiche pas, vous ne me voyez pas, mais c'est un problème que je suis en train de résoudre. Et je pense qu'une fois résolu, vous allez pouvoir voir à qui vous avez affaire. C'est toujours ma photo, donc c'est toujours moi. Oui, effectivement, ben, j'ai regardé le travail et je crois que toutes les remarques du docteur Providence sont vraiment des remarques très pertinentes. Dans le travail, je crois qu'il y a beaucoup de répétitions. Beaucoup de répétitions. Mais je pense qu'il y a dans la recommandation. D'ailleurs, je tiens à féliciter M. Nanzil pour son travail. Parce que connaissant la situation du pays actuel, et je pense que s'il a réalisé et allé jusqu'au bout de son travail, c'est quand même à féliciter. Donc, je ne cesserai de féliciter tous les étudiants haïtiens qui, en ce moment, travaillent sur des mémoires ou des sujets, des thèses qui sont très difficiles. Et pour ce qui concerne effectivement les répétitions, je pense que M. Nanzil doit, dans ses recommandations, d'accord, c'est surtout dans les recommandations, il doit reprendre, et en fait, il doit enlever certaines répétitions, ok, comme l'avait fait M. Providence, que je vais lui envoyer, parce que là, comme je vous dis, c'est un peu difficile pour moi au niveau de la connexion, mais je vais lui envoyer personnellement toutes ces remarques et avant même le dépôt de son travail final, il pourra revoir la copie et tout déposer. Je tiens à féliciter l'université, l'IUS, parce que déjà, vous faites un travail assez remarquable dans un pays où tout est chaotique, mais vous réussissez quand même à donner chance à des postulants qui vont être prêts pour le marché du travail et qui seront très prochainement des cadres, pourquoi pas. Et vraiment, tout ce que je pourrais dire, malheureusement, je ne peux rien projeter et j'espère que le problème sera résolu très rapidement et je pourrais faire des remarques un peu plus justes. Et je contacterai directement l'étudiant, okay, pour les remarques qui seront portées à votre connaissance également. Donc, je vous remercie. Voilà. C'est bon, Macandel? Oui, je suis là. C'est bon. Donc, OK. Alors, tu as terminé? C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. OK. Il y a un moment, j'ai eu une coupure. Alors, moi, je ne serai pas long, puisque le temps passe, il faut que l'étudiant réponde. Je lui demanderai, même s'il a un peu dit, mais ce n'est pas très clair, pourquoi... bon, j'avais des remarques de forme, mais elles ont déjà été énoncées essentiellement par le docteur Providence, donc je ne vais pas répéter pour gagner du temps. Pourquoi tu choisis la période 2014-2024? Tu peux insister là-dessus pour que je comprenne. Ensuite, rapidement, si tu peux noter, qu'est-ce qui te permet de dire que le soutien des ONG va aider à la résolution des problèmes de corruption en Haïti, alors que partout dans le monde, les ONG sont des vecteurs de corruption. Ce sont des vecteurs de corruption, très souvent. Dans beaucoup de pays au monde, je ne sais pas pour Haïti, sauf si tu me démontres l'inverse pour Haïti. Mais tout ce que je lis dans beaucoup d'autres... D'ailleurs, certains États interdisent les ONG, tellement elles ont les mains dans
la corruption, les bras jusqu'au cou dans la corruption. Par contre, le soutien de la population dont tu parles me paraît très, très pertinent, c'est très bien. Hein? Il faut que la population se sente concernée. Et ensuite, je voulais te demander, te poser encore une question ou deux questions qui tournent autour de tes recommandations. Pourquoi tu penses toujours qu'en créant d'autres organismes, on va régler le problème de la corruption? On a déjà l'ULCC, le CNFPT, l'IGF, enfin, il y en a plein. Et rien ne se règle. Pourquoi tu penses qu'en créant encore d'autres organismes, qu'on va régler le problème? Ça, c'est la première des questions sur ça. Mais pourquoi tu veux encore créer des lois, refonder la justice pour créer encore des règles? Pourquoi tu ne te contentes pas de dire qu'il faudrait tout faire pour que l'arsenal juridique et pénal qui existe soit appliqué? C'est peut-être là qu'il y a le problème. Puisque toi-même, tu dis les juges prennent le rapport, ne le font pas, parce qu'ils n'appliquent pas les règles. Donc pourquoi veux-tu qu'on crée encore des règles alors que Haïti n'est pas né avant-hier? Haïti a réglé tous les problèmes d'arsenal juridique dans le domaine de la corruption. Je ne vois pas pourquoi il faut encore créer des organismes, créer encore des lois, créer encore des systèmes. Hein? Il faut juste qu'on trouve un exécutif qui fasse appliquer, exécuter les textes existants. Je crois que ce serait pas mal. Et puis une bonne idée, à mon avis, qui peut faire le lien avec le soutien de la population, c'est le fait d'intégrer la lutte contre la corruption dans le cursus scolaire, comme tu dis. C'est très jeune qu'il faut apprendre aux jeunes à respecter les règles, à respecter les délais. On a même du mal, on voit même à l'IUS, comme on a du mal à faire des gens qui sont en licence, en master, à respecter des délais, à respecter des règles, à respecter des réglementations. Hein? Même peut-être parce que depuis le système scolaire, ils n'ont pas appris ça, ils n'ont pas appris à respecter les règles, quoi. Donc, nous, à l'université, nous les recueillons, mais ils sont déséquilibrés parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de respecter les règles et les lois. Donc voilà rapidement, et parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, tu as 3 minutes pour répondre à toutes les questions. John, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci aussi pour toutes les critiques. Bon, je n'ai aucun commentaire concernant les critiques. Je n'ai qu'à reprendre mon travail, la peaufiner davantage. S'il me permet de répondre avant tout à vos questions, Monsieur le Président, je dirais pour votre dernière question, pourquoi des nouvelles lois? Écoutez, il y a une dynamicité en matière de législation, puisque à chaque décennie, il faut revoir les lois, puisque la société est dynamique, les lois aussi doivent être dynamiques. Donc, c'est tout à fait normal qu'on revoie une loi votée en 2014. Ça veut dire que même quand la loi est bonne, on la modifie. Il faut la réévaluer. Qu'est-ce que tu dirais des Chinois qui ont des lois qu'ils appliquent depuis des millénaires? Non, mais regardons le code pénal haïtien, monsieur le Président. Le code pénal haïtien, l'article 90. Donc, si quelqu'un est impliqué dans un scandale de corruption, un ministre par exemple, il faut demander l'aval du président de la République pour que le juge d'instruction puisse le convoquer au cabinet d'instruction. C'est pas bon. Donc, il faut revoir le code pénal, par exemple. Oui. Donc, si on voit aussi la loi créant, alors, ce n'est pas une loi, c'est une disposition constitutionnelle, portant sur certaines personnalités qui doivent répondre à la haute cour de justice. Mais dans la Constitution, c'est dit, c'est dans les actes commis, dans l'exercice de leurs fonctions. Mais est-ce que la corruption fait partie des fonctions et des grands communes de l'État? Mais non, il faut qu'il y ait une loi portant et la clarification. Quels sont les actes rentrant dans les fonctions des grands communes d'État? Comme le président de la République, par exemple, c'est le cas, par exemple, sur l'affaire de la BNC. Les conseillers présidents arguent qu'il est président de la République, donc on ne peut pas le poursuivre. Mais est-ce que demander au président de la BNC des fonds pour le reconduire fait partie du fonction du président de la République?
Mais c'est pas bon. Donc, il faut revoir les lois, il faut des lois interprétatives, etc. Pourquoi créer une institution indépendante? Donc, écoutez, l'ULCC est sous la tutelle du ministère des Finances. Le ministère des Finances est appelé à être un ministère corrompu, puisqu'il gère les finances de la République. Donc, le ministre des Finances est le président du conseil d'administration de l'ULCC. Donc, nous avons proposé qu'il y ait un organisme indépendant regroupant les fonctions de l'ICREF, de l'ULCC, du BAF, et comme ça, on aura à économiser non seulement de l'argent, et c'est de l'efficience, mais en termes d'efficacité, il n'y aura pas de doublons. Puisque, écoutez, dans la loi de 2004 créant l'ULCC, c'est une question concernant le blanchiment des avoirs. L'ULCC doit consulter et l'UCREF. Donc, ça limite le travail de l'ULCC. Et la frontière entre l'ULCC et la Cour supérieure des comptes, ce n'est pas clairement défini dans la loi. Alors, vous me demandez, est-ce que le soutien des ONG comment ça a amélioré la situation? Écoutez, les ONG dépensent beaucoup d'argent en Haïti, mais la faute est renvoyée au ministère de la Planification et de la Coopération externe. Quand vous voulez m'aider, si on prend par exemple l'Avocat sans frontières Canada, l'Avocat sans frontières Canada travaille beaucoup sur la corruption en Haïti. Vous voyez? Mais est-ce qu'en termes de canalisation de l'aide, le ministère de la Planification et de la Coopération externe canalise l'aide à bon escient? C'est à l'État haïtien de dire, écoutez, vous voulez m'aider, mais voilà les secteurs, voilà l'angle, et je veux que vous mettiez. Donc ça, c'est en termes de coordination. S'il y a des corruptions dans les ONG, c'est parce que les institutions placées de contrôler les ONG veulent qu'il y ait de la corruption. Pourquoi choisir la période 2014 à 2024? Mais écoutez, en fonction de mon âge, je suis né en 1987. Donc, en 1987, on a promis qu'il y aurait un état de loi, c'est qui est galvaudé. Mais en 2018, nous avons assisté au plus grand scandale de corruption, l'affaire Petro-Caribe. Et deux rapports de la Cour supérieure administrative, l'institution pour laquelle je travaille actuellement, eh bien, ces rapports-là restent dans les droits de la justice, le rapport du Sénat, etc. Et en 2024, le scandale de la BNC, donc ça me motive. Étant vérificateur à la Cour des comptes, je pense que j'ai des réponses à donner au futur, à la prochaine génération. Donc, travailler cette période m'intéresse particulièrement en fonction de mon âge, en fonction des scandales, parce que quand on parle des procès de consolidation, c'est en 1904 quand même. Quand on parle des procès des timbres, c'est en 1975. Donc là, j'ai lu ça. Mais 2018, j'étais là. Je suis moi-même Petro-Challenger. J'ai été dans les rues pour demander où est passé le fonds Petro-Caribe. Donc, pour les deux questions, pour les questions alors, je suis très privilégié pour avoir deux lecteurs critiques, M. Providence, merci quand même, pour sa question, comment voir la société civile en termes de participation. Mais les Petro-Challenger, en 2018, est quand même une remarque importante, puisque des citoyens, des jeunes surtout, sortent dans les rues pour demander où est passé les fonds Petro-Caribe qui devaient servir à construire des universités, des hôpitaux, des infrastructures vitales pour la population. Donc, la société civile a un rôle essentiel à jouer, puisque une société a des dirigeants qu'il mérite. Ceux que nous appelons aujourd'hui dirigeants sont issus de la société civile. S'il y a une société civile éclairée, des médias, des organisations, eh bien, on aura quand même une amélioration. Si on prend par exemple l'ensemble contre la corruption, qui est une organisation de la société civile, eh bien, cette organisation-là produit beaucoup de documents. Elle produit beaucoup de documents pouvant aider à améliorer la situation. Et il m'avait aussi demandé comment arriver à une conclusion les hypothèses les rapports de la transparence internationale sont clairs. Haïti est constamment classé dans la queue parmi les pays les plus corrompus de la planète, si on prend 2023, où c'était 16 sur 100 en termes de score, mais en 2024, c'est 17. Cela signifie qu'Haïti a régressé. Si on prend aussi les répondants dans le cadre de mon enquête,
Nozil, je sais bien que tu maîtrises bien le sujet. J'ai vu ça dans les réponses que tu m'as données sur mes questions. Mais il te reste, je te donne encore 2 minutes, pas plus. Je t'arrête après 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mon directeur m'a demandé est-ce que j'ai rencontré des obstacles dans la collecte des données. Mais bien sûr, en Haïti, on ne parle pas de la corruption, on a peur de parler de la corruption. On sait ce qui s'est passé avec certains journalistes, au Speed Pétion, si on prenait Émile Joseph, qui dénonçait à longueur de journée et de la corruption, comment ça s'est passé. Je me suis rendu moi-même à l'ULCC pour rencontrer certaines personnes fonctionnaires. Comment je peux avoir un entretien avec ces personnes-là. Ils n'ont pas répondu. J'ai écrit le directeur de l'ULCC, il n'a pas répondu. Mais quand on rencontre des collègues de la Cour supérieure des contentieux administratifs, ils refusent tout bonnement de parler de la corruption. Parce que, écoutez, parler de la corruption, c'est donner et la possibilité de vous faire tuer dans les rues de Port-au-Prince, si on est à Port-au-Prince. Maintenant, et on m'a posé la question aussi sur l'influence politique. Écoutez, il est impossible que nous acceptions à ce que le pouvoir judiciaire est tributaire de 2 autres pouvoirs. Le commissaire du gouvernement, comme personnage central du pouvoir judiciaire, chargé de la poursuite, il est nommé par le ministre de la Justice. Ce n'est pas possible. Donc, il faut revoir, c'est essentiel, le mécanisme de nomination du commissaire du gouvernement, même l'appellation. Pourquoi pas un procureur de la République? L'indépendance de la justice passe et péremptoirement, absolument par l'indépendance du parquet, parce que le parquet est central. Et c'est pourquoi j'appelle à la réformation du cabinet d'instruction. Écoutez, pour travailler les juges d'instruction, si vous travaillez pour le parquet, le juge d'instruction doit rattacher au parquet. À la Cour supérieure des comptes, par exemple, il y a des vérificateurs qui travaillent pour les conseillers, mais les juges d'instruction devaient rattacher au parquet, travailler pour le parquetier qui est le chef de la poursuite. Donc, les recommandations du juge d'instruction devaient être envoyées au parquet et le parquet engage la justice. Il y a une désorganisation de la justice en Haïti. Cette désorganisation favorise l'impunité et nous devons changer la législation, adapter les institutions. Pour adapter les institutions, il faut une législation. Puisque Haïti est un état de droit, tout doit se faire en adoptant des lois, en créant des institutions, mais sur la base légale. Il faut revoir carrément la façon de faire, la méthode, les lois, pour ajuster les lois aux besoins de la société, Monsieur le Président. Merci, Nozil. Et je vois que tu as, dans la finesse de tes propos et dans la cohérence de ton discours, je vois que tu as là un sujet te permettant de faire un travail plus approfondi. Donc, je trouve que tu maîtrises très bien. Tu m'as convaincu sur mes 2 questions précédentes, mais je ne suis pas juriste. Alors, donc, c'est un travail fin de juriste qui doit être mis sur un document, quelque chose de convaincant. D'accord, que tu dis, tu dois l'écrire. En tout cas, je te remercie pour tes réponses. Alors, rapidement, est-ce qu'un mot, parce qu'il ne faut pas qu'on prenne du retard, dans 1 minute, la prochaine soutenance commence, 1 minute, est-ce que le directeur de mémoire a quelque chose à dire? Bon, merci, Monsieur le Président. Comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps, et donc en guise de conclusion, je tiens peut-être justement à remercier l'ensemble des membres du jury pour la qualité et des remarques formulées, aussi la rigueur de l'évaluation, l'attention portée à ce travail. Je pense que c'est un travail, malgré ses faiblesses de forme et d'équilibre, aborde un sujet vraiment d'actualité, un sujet complexe et avec beaucoup de profondeur. Et merci, je dis à Nozil, je suis là à sa disposition, donc on va se mettre au travail rapidement pour répondre aux exigences. Donc voilà, encore une fois, bonne continuation et merci à vous tous. Merci à toi, Wesley, que l'IUS sait qu'il peut compter sur toi. Et Macandel, est-ce que rapidement tu as un mot à dire? Bon, pas grand-chose à dire, à part
Et justement, les recommandations qui ont été faites doivent être prises en compte. Et j'espère que dans les remarques que j'ai adressées directement à M. Nozil, qu'il pourra tout prendre en compte pour que son travail soit vraiment un travail très conséquent et présentable. Merci. Merci, Andel. Merci pour toute ta collaboration avec l'IES. Docteur Providence, toi qui as servi de rapporteur au dernier moment, comme dépanneur de dernière minute. Bon, non, mais c'est de féliciter nos îles. Je vois bien qu'il est très à l'aise dans le débat. Par contre, tout ce qu'il a dit là devrait se retrouver dans son document. Parce qu'il ne faut pas décanter les deux. Hein. Le lecteur, tu ne seras pas toujours là pour répondre aux préoccupations du lecteur. Donc, je t'invite très sérieusement à revenir sur l'enregistrement. D'ailleurs, tu as dit des choses qui ne sont pas présentes dans ton document, mais qui peuvent l'améliorer. Donc, je t'invite à revenir aussi sur tout ce que toi-même tu as dit, en plus des remarques, pour pouvoir peaufiner ton travail. Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci, Docteur Providence. Alors, je passe, comme nous ne sommes pas en avance, nous sommes pile à l'heure, 16h10 pour commencer le travail, la soutenance de Marie-Yolène Philippot. Je passe la présidence immédiatement à mon collègue, le docteur Nelson Sylvestre. Merci à tous les membres du jury.